Ben oui, c'est normal, c'est comme ça, c'est le direct. Bonsoir à tous, merci beaucoup, hein, ça je ne cesserai de le répéter, merci donc de cette fidélité que vous nous accordez sur tous nos programmes et singulièrement aussi le lundi soir. Merci, nouvelle formule, ça vous le savez, un concept qui a changé, mais depuis la rentrée on a fait un petit peu comme tout le monde, comme les jeunes. Avec moi pour présenter, bien sûr, tout nouveau challenge, nouvelle couleur avec moi, monsieur. Michel Etienne. Bonsoir. Je m'apprêtais à dire Pascal Labaton, monsieur Pascal Labaton, non? Ben oui, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore monsieur. Hein. Salut Michel. J'allais dire Michel. Salut Pascal. Ça va, pleine forme? Ben, ça a week-end été impeccable. Un week-end sportif rempli, comme tout. J'ai envie de vous inviter. Vous savez, quand on joue au ping-pong, on est pongiste. Oui. Footballeur, on est? Ben, apparemment, on est footballeur. On est footballeur. Oui. Basket, on est? On est basketteur. Et quand on fait de l'escrime, on est? Escrimeur. On est tireur. Oui, voilà. Oui, mais on peut quand même le dire de temps en temps. Je crois que ce qualificatif, je crois qu'on peut quand même l'employer. Oui, moi, ça m'a plu. Hein, parce que j'ai le direct qui était magnifique. Oui. Et c'est Génita, Blaise, la sœur d'Anita. Et puis beaucoup de médailles. Qui l'a dit, hein? Beaucoup de médailles. Les tireurs. Oui. C'est bien ça. Épée, fleuret. Et oui. C'était magnifique. Et je sais qu'avec vous, l'actualité a été très riche. On le verra avec le football. Parfait. On le verra avec le handball, le basket, et puis également ce tournoi. Avant de partir, du côté... Et le hand, voilà, effectivement, puisque c'est tout le sport tous les lundis soirs. Avant donc de présenter nos invités, parce que c'est vrai que nous avons des grands, on verra d'ici dans quelques instants, mais vous savez qu'il y avait le fil rouge aussi, c'était donc du côté de Saint-Domingue, c'est le championnat de la Caraïbe, cycliste de la Caraïbe, où les petites îles se réunissent avec la Copaci pour pouvoir bien se jauger un petit peu, savoir qui c'est qui est le meilleur. La Guadeloupe, c'est vrai quand même beaucoup de médailles, mais on va le savoir tout de suite, parce qu'ils sont arrivés cet après-midi, du côté de la Martinique à 11h15 et la Guadeloupe est arrivée à 16h cet après-midi. Mais nous avons Dominique Donat. Dominique Donat, bonsoir. Pascal, bonsoir la Guadeloupe. On ne va pas trop vous retarder parce qu'on sait que vous êtes arrivé cet après-midi. La Guadeloupe, vous êtes parti, je crois, mercredi, arrivé donc du côté de Saint-Domingue et vous avez eu 30 km donc, pour le contrôle à montre individuelle et puis sur la route 130 km. On a les résultats, on va donner les résultats d'ici quelques instants. Vous êtes en Guadeloupe, vous êtes arrivé cet après-midi. Quel bilan que vous tirez de tout cela, Dominique Donat? Comme je l'ai dit précédemment, j'ai un bilan satisfaisant, même si effectivement on n'a pas pu récupérer le titre vraiment, mais on a pu récupérer un maximum de médailles. Cela permet effectivement que je puisse dire que c'est un bilan satisfaisant et sans regret par rapport à tout ce qui s'est déroulé. Alors c'est vrai qu'on a tiré un petit peu sur vous sans jeu de mots quand vous écartez aussi comme ça ceux qui ont fait le cyclisme. Votre politique sportive, vous le dites, hein, c'est vraiment orienté vers les jeunes. Et aujourd'hui, vous avez un très beau titre chez les Espoirs avec Taïno Kaini, on le verra dans un instant. Et puis un vice-champion, Raphaël L'Automne. Oui, tout à fait. Je maintiens ma politique. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire que après mon analyse, j'ai fait un état de lieu par rapport à la situation. Et de nature, je n'aime pas du copier-coller. J'aime bien regarder qu'est-ce que je peux apporter. En partant de là, j'ai décidé de faire une politique de jeunes. Et j'ai estimé que c'est cette politique-là qui peut relancer notre cyclisme et porter au mieux que possible pour nos gros cyclistes guadeloupéens. Prochain rendez-vous pour vous, pour les loups de la Caraïbe, c'est quand? C'est où? Où c'est terminé la saison? Allô? La saison est terminée pour vous, Dominique Donat? Non, pas du tout. Je vais tout simplement enchaîner dès mercredi avec mon club sur le Guada à venir tout les fois. Et où ça terminera la saison de manière définitive. Alors justement, c'est quoi ce Guada à venir tour? Ce sont des espoirs? Allô, allô? Oui, vous nous entendez? Oui. C'est quoi exactement le Guada Tour? Le Guada Tour, c'est une compétition que le comité a décidé d'organiser particulièrement pour les jeunes, les 17-22 ans. Et on a aussi fait une dérogation pour les cadets en sous-classement des cadets du deuxième année.
Très bien. Merci beaucoup, Dominique Donat. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Merci. Québec. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, Dominique Donat, pour donner voilà, les résultats. Vous les voyez. Hein, donc, Richard Richel, c'est Caillou Taino, qui est champion espoir sur ce championnat donc, des petits pays de la Caraïbe. On va écouter, on écoute, parce que ça fait toujours du bien. On écoute un petit peu la Marseillaise. On écoute. En posición de la medalla va a ser el ingeniero Jorge Blas Díaz al campeón de ciclismo del Caribe, categoría sub-23, señoras y señores, la foto del recuerdo y escucharemos. Voilà, c'était donc ce dimanche pour le championnat senior, pour le championnat espoir, pardon, 130 km. Premier, donc on a dit Taino Caillou, la section de la Guadeloupe. Deuxième, la Martinique, c'est vrai, on le verra d'ici quelques instants. Deuxième avec Kylian Boucher. Et très bon travail donc réalisé par nos amis donc martiniquais. Puis le troisième est tout qu'un cubain, j'espère que je vais bien prononcer son nom, c'est Jean-Luis Arrieta, qui à 26 secondes est donc médaillé de bronze. Nous avons avec nous la Martinique. Qu'est-ce que nous avons? Francis Delpha, très rapidement. Bonsoir Francis. Francis Delpha. Pardon? Le truc qui me fait signe, je ne vois pas trop. Est-ce qu'il est là, Francis Delpha? Francis Delpha, bonsoir, Francis. Bonsoir, Pascal, bonsoir à tous. Pas trop fatigué, Francis Delpha? Non, ça va. Bien moi, mais du voyage. Bien, très bien. Le voyage est bien médaillé aussi. Toutes nos félicitations, puisque avec Kélian Julius, qui, on le rappelle, âgé de 19 ans, on va voir de quelques instants bien, ces belles images, qui devient championne espoir à l'âge de 19 ans devant une Cubaine, Evelyne Diaz Matos et Flore Spelutanzonto et Steve, de la République dominicaine. Voilà, donc on la voit, c'est un très beau travail qu'on fait du côté de la Martinique, Francis Delpha. C'est quelque part aussi un travail de longue haleine. Oui, de longue haleine. On n'y pense pas souvent, mais ce sont les coachs, les encadrants qui sont mis à contribution continuellement. Donc, c'est le résultat d'abord leur appartient et ensuite au club. Hein, parce qu'on oublie souvent les encadrants, mais ce sont les encadrants qui sont toujours derrière à encourager également les parents, les jeunes à obtenir ce niveau. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas amené plusieurs filles, que 2 filles, et là, vous sortez quand même championne espoir sur route et vice-championne, c'est ça, chez les seniors? Ben oui, c'est ça, le résultat. Ouais. Donc, on avait l'opportunité d'emmener 3, mais il n'y en avait que 2 de disponibles et compétitifs, donc du coup, on a emmené 2. Vous n'étiez pas orphelin ni orpheline non plus de la non-présence de la Guadeloupe? Question qui fâche. On pensait que la Guadeloupe serait là. Donc, on a toujours pour habitude de concourir avec la Guadeloupe, donc on a vu qu'il n'était pas présent. Donc, vous avez profité un peu? Profiter, oui et non, parce qu'il y avait de l'aversité. Hein. Ouais. Donc, il n'y avait pas que la Guadeloupe, même si la Guadeloupe était présente. Hein. Je vous taquine. Surpris quand même que la Guadeloupe ne soit pas là, vous l'avez dit. Kélian Julius, depuis combien de temps qu'elle fait du vélo? Depuis toute petite catégorie, je ne pourrais pas vous donner le nombre d'années exact, parce que je ne suis pas son cas technique de club. Okay. Mais il y a très longtemps qu'elle fait du vélo quand même. Très bien. Très bien. En tout cas, félicitations. On imagine que le président Alfred de Fontis est un homme super content. Et est-ce qu'aujourd'hui, le comité donc, de la Martinique met tout en œuvre pour vous, Francis Delpha? Même si vous avez des résultats, peut-être aussi, on sait jamais, le comité peut-être ne donne pas aussi les moyens, mais peut-être vous êtes bon, donc vous donnez les bons résultats. Ben, vous savez, moi, ma partie, c'est la technique. Donc, je fais tout ce qu'il faut du côté technique. Le reste, ce type de question ne m'appartient pas. Donc, si le président des Fontis qui peut éventuellement répondre
à cette partie, mais tout ce qui est côté technique, ça va. Les clubs font surtout ce boulot-là de ça, on ne voit pas, comme je le répète. Mais c'est fait par les clubs d'abord et le comité fait le nécessaire quand il y a une sélection. Edwin Nubul, chapeau pour Edwin Nubul. Il a participé au Tour de Guyane, il revient vraiment en forme. Et là, il bat les loups de la Caraïbe. Est-ce que vous pouvez nous donner les derniers kilomètres? Est-ce que c'est l'usure tactiquement ou est-ce qu'il a joué fin techniquement pour ensuite brouiller les cartes guadeloupéennes? C'était quand même prévu Edwin fasse là. On a eu quand même un coup de chaud vers la fin, vers les derniers tours où ça s'est descendu. Ah ouais. Donc il a eu quand même le concours sur une bonne partie du circuit de Jacques Villan et de Kylian Boucher. Tout en restant que de peloton pour resserrer la selle. Et puis bon, du coup, ça s'est joué comme on l'avait dit. Donc tant mieux, ça a marché. Félicitations à eux. Et puis on verra prochainement comment on pourrait éventuellement faire autre chose. Ok, on vous embête plus. On vous embête plus, Francis Delpha. Allez vous reposer. Et puis j'imagine que le président Alfred de Fontis vous a réservé quand même, je ne sais pas, peut-être une petite journée dans cette semaine. Oui, Richard-Étienne? Oui, alors est-ce qu'on a vraiment la raison qui justifie l'absence justement de la sélection féminine? Très bonne question. Ben oui, parce très que bonne c'est quand même quelque chose de savoir qu'il y a une sélection, je crois, il y a une sélection guadeloupéenne. Comment se fait-il qu'elles ne sont pas là-bas? C'est vrai qu'on avait, oui, en tout cas, c'est pas lui qui va vous répondre, c'est pas Francis Delpha qui va vous répondre. Même. Mais c'est vrai qu'on a posé la question, souvenez-vous, il y avait Dominique Donat, oui. le pauvre qui n'a pas fait la politique de la chaise vide, il est venu, il a représenté effectivement les garçons et puis les filles. On avait fait la demande. On n'a pas eu d'Éric Claire, on n'a pas eu Madame Jallet qui est responsable donc, de la commission sport, c'est vraiment dommage. Et la Martinique qui part en Martinique avec 2 dames. Bravo pour la Martinique. Bravo pour la Martinique. Alors on enchaîne tout de suite avec les dames. Championne espoir, on l'a dit, Ruth Kylian Julius, on a dit avec des photos, ça ce sera encore mieux, mon ami Yann, avec les photos, super. Pour toujours les dames, voilà, donc on l'a dit. Et puis, les 70 km, Richard-Étienne, remporté par Claudia Barolo Arango. C'est une cubaine, hein, 1h59 minutes et 44 secondes. Deuxième, on l'a dit, Kylian Julius, là, voilà, avec sa belle médaille. Puis troisième, Kathleen Conyers, elle est des Bermudes, à 3 petites secondes. Voilà, donc le podium qu'il fallait cocher sur ce championnat des petits pays de la Caraïbe. On passe aussi chez les hommes, et heureusement quand même, parce que nous avons bien Kalen Hopkins, donc des Bermudes, sur les 30 km, eh bien, réalise 36 minutes et 41 secondes. Il devance Raphaël Lauton. Là, ça, c'est pas ce podium, mais enfin, bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc on voit ça, c'est la section de la Guadeloupe. Et deuxième, Christopher Morales. Voilà, ça, c'est la Guadeloupe. Et tout au milieu, eh bien, c'est Caillou Taïno. On salue son père Eric et puis toutes les personnes qui accompagnent tous ces jeunes. Et puis, il a dit à 2 reprises, Francis Delpha, grand coup de chapeau pour ces bénévoles. Il n'a pas employé le mot bénévole, mais il a employé de tous ces encadrants. Et puis nous en avons aussi sur le plateau. On le verra d'ici quelques instants. Contre la montre, comme on l'a dit, chez les dames, on l'a dit, champion senior, Edwin Nubul. On continue avec des photos, il y a d'autres photos. Ça, c'est la Martinique avec Edwin Nubul, c'est la Guadeloupe toujours. On enchaîne. Pour la Martinique, enchaîne les photos, ce serait mieux, ce serait nettement mieux. Voilà, ça c'est la Martinique, ça c'est à l'arrivée même de. C'est lui qui est assis, Edwin Nubul. Là, on voit Julius qui est là. Allez, le live, très rapidement, comme si on était à Saint-Domingue. Balance le live, comme ça. Espoir. Alors, on ne sait pas encore le classement des espoirs. D'ailleurs, on ne sait pas si Boucher est sur le classement des moins de 23 ans. On va voir ça. Et puis, celui qui nous a surpris ici, on lui demande de faire le V de la victoire. Monsieur Edwin Nubul. Eh oui, fais le V de la victoire, Edwin. Voilà. Je demande à l'équipe de se mettre à côté de lui. Comme ça, tout le monde, mettez-vous à côté de lui. On va montrer que c'est vraiment... voilà. Kylian, mets-toi de l'autre côté, Voilà. Alors, on était... Je vais te poser la question. Une course qui est allée très très vite, mais tu as joué de l'intelligence, tu as su attendre le moment. Eh bien oui, on a observé dès le départ, dans le secteur moyenne, on n'a pas choulé. Ouais. On a s'approché, suivi les consignes données la veille.
Voilà, c'était donc ce petit clin d'œil pour Edwin Nubul. Au classement, donc, bien, Jérémy Delumeau obtient la médaille d'argent. Et puis, au scratch, Tayo Kaino, qui est donc champion espoir, termine à la 3e place. Donc, on peut être satisfait quand même, en tout cas, Richard Etienne, sur le déroulé, en tout cas, de la sélection de la Guadeloupe. Oui, et puis, s'il faut parler justement de ce coureur, à savoir Jérémy Delumeau, je crois qu'il a fait quand même une très bonne saison, puisqu'on ne doit surtout pas oublier qu'il a eu l'occasion de remporter une étape aussi, lors du Tour de la Guadeloupe. C'est quand même pas mal pour lui. Ouais, une belle étape, avec un tour classé 2-2, ce qui veut dire que en face, il y avait donc des invités assez costauds. Allez, la présentation maintenant pour nos invités très rapidement, avant que Richard Etienne puisse faire le nécessaire. Nous avons avec nous Philippe Martol, président de la Ligue du volleyball, ancien footballeur. C'est un athlète, il a tout fait. Il a vraiment tout fait, basketteur, athlète, il a même joué au foot aussi, ouais, il a joué au foot. Il a été chevalier de l'ordre national, donc je crois que c'est en 2019, je sais pas. Vous avez connu Marcel Martol? Marcel, je connais son fils. Alors, Marcel Martol, c'est son frère qui a été l'un des grands footballeurs de la Resta, et je dirais même de la sélection de la Guadeloupe. C'est son frère. Mais c'est une famille de champions. De champions et de champions. Philippe Martol qui est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La saison volleyball va débuter, donc avec vous, on va tenter de décliner un peu tout ça. Quand est-ce que ça va commencer? Et puis est-ce que les dames et les messieurs aussi seront bien présents? Nous avons l'athlétisme aussi, Richard, avec Laurent Travental, qui est discret. Et c'est vrai que l'athlétisme aussi fait partie aussi de ces parents pauvres de notre sport. Oui. Mais nous sommes là pour mettre en lumière tout ça. Laurent Travental, bonsoir. Vous êtes coach donc au niveau des abîmes. Apparemment, vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle, puisque vous étiez Sainte-Année et puis du coup, abîmes. Ou pas des abîmes. Ouais. Bonsoir. D'accord. Oui, Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Effectivement, j'ai commencé à la Juventus, le coaching en Guadeloupe, puisque j'étais d'abord en métropole. Et j'ai fini à Bémao depuis quelques années déjà maintenant. Et voilà, je suis bien installé et on est bien chez soi, on va dire. Ibel, Yadan, merci. Vous êtes coach donc, de l'USBA, mais vous êtes avec un grand champion qu'on ne connaît pas. Peut-être d'autres qu'on connaisse, mais on va faire aussi sa connaissance ce soir. C'est monsieur Chrysler, c'est ça? Chrysler Apatoré, c'est ça? Oui. J'ai bien prononcé. Oui. 19 ans, déjà champion donc, du 200 mètres, champion de France du 200 mètres et vice-champion du 100 mètres. Donc voilà, il y a un nom qui me revient comme ça, Pascal Théophile. Oui, ça? Oui. Parce que, du Gap. C'est de Gosier, mais c'est pas Sainte-Anne, c'est pas chez vous ça. Il était bon, Pascal. Il a toujours le record ou pas? Oui, il a toujours le record. Mais ils étaient deux frères aussi. Ils étaient deux frères. Il y a Pascal. Deux frères justement à évoluer avec le GAC. On se souvient bien. Parce que il n'y a pas de héros, il tout coûte. Exactement. Mais il était quand même vite. Espoir et senior, ils ont toujours. Donc, on verra aussi avec Chrysler Apatoré, eh bien, qu'est-ce qu'il a de plus et son temps aussi sous ces 200 mètres, et surtout sous ce 100 mètres. On verra d'ici quelques instants. On fera ça connaissance. Avec vous, Richard Etienne, nous avons d'autres invités sur le plateau. D'autres invités, à savoir donc Xavier Tiens. Bonsoir Xavier. Bonsoir Richard, bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Salut Xavier. L'autre invité, eh bien, c'est donc Éric Poula. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs c'est avec vous qu'on va commencer, je le disais tout à l'heure, vous avez évolué pendant très longtemps dans l'arbitrage, 31 ans, vous avez commencé précisément en 1978 pour terminer votre carrière en 2009. On a envie de savoir d'abord ce qui vous a animé quand vous étiez, ou habité quand vous étiez précisément dans la discipline. Une passion dévorante qui m'a pris dès le plus jeune âge, à 14 ans. J'avais cette envie de rentrer dans l'univers du football par un biais un petit peu différent de mes collègues de l'époque. Prendre des responsabilités surtout, je pense que c'est important quand on est adolescent, qu'on veut un petit peu s'accomplir dans sa fonction d'homme. Voilà, ça permet de s'aguerrir, de gagner en assurance et franchement, je ne regrette pas du tout ce choix. Et on a envie de savoir aussi justement ce qui justifie votre présence ici, sur le plateau. Alors, ma fonction actuelle, je suis conseiller technique en arbitrage de la Ligue Paris-Île-de-France de football et je m'occupe de mon voisin de table, en l'occurrence Xavier Etienne, qui est un de nos arbitres émérites de la Ligue. Et c'est à l'initiative de Xavier qui m'a demandé si je souhaitais participer à une dizaine de jours en Guadeloupe pour faire de la formation et surtout participer à la journée de l'arbitrage et à cette fête qui se profile à l'horizon. On va rentrer d'ici quelques instants dans le vif du sujet. Je vous propose de regarder déjà cette image. Justement ce reportage concernant d'ailleurs
premier pas, je dirais, en ce qui concerne ce stage. Regardez. Nous sommes sur les lieux donc, de la solidarité scolaire durant toute la semaine pour accueillir les arbitres, donc une formation, des travaux qui vont se faire sur l'arbitrage. Et donc c'est à l'initiative des arbitres de la solidarité scolaire que l'on reçoit aujourd'hui monsieur Éric Paula, donc un ancien arbitre international. Donc c'est quelque chose quand même qui est pour nous important, et puis de le recevoir à la solidarité scolaire, c'est un honneur. L'observateur, c'est déjà préparer les jeunes qui arrivent pour les initier et pour les emmener au haut niveau, encore pour qu'on ait un arbitrage bien propre avec des arbitres qui respectent les règles et qui appliquent sur le terrain ce qu'on les a inculqués. C'est vrai que c'est une mission extrêmement importante, puisque la qualité des arbitres passe aussi par la qualité des observateurs, puisque ce sont eux qui chaque week-end viennent livrer des constats techniques et donnent des pistes d'amélioration à nos arbitres pour progresser dans la hiérarchie. Les observateurs doivent aussi s'approprier les règles pour la dissimuler ou encore la faire passer chez les arbitres, parce qu'un arbitre, je le répète, doit connaître les textes, mais l'observateur est là pour le guider, pour lui donner au moins le minimum de ce qu'il doit produire sur le terrain. On a des arbitres qui arrivent avec des potentiels très intéressants, mais derrière, si on veut polir un petit peu le diamant, il faut qu'on ait des constats, des retours d'expérience de nos observateurs pour les faire progresser le plus rapidement possible. Alors, Éric Paula, depuis votre arrivée, quel est votre premier regard vis-à-vis de tous ceux que vous avez eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent? C'est toujours difficile de faire un constat quand on n'a pas cet ancrage permanent dans une entité. Quand on fait des comparatifs par rapport à ce qui se passe en métropole, bien évidemment, on sent un grand décalage. Je l'ai dit et je le répète, je pense que les territoires ultramarins ont été quelque part délaissés. On ne va pas s'en cacher. On n'a pas mis les moyens nécessaires dans la formation notamment. Pardonnez-moi, vous faites allusion à quoi quand vous dites qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires, c'est-à-dire? Je pense que la Fédération française de football, à mon avis, aurait pu mettre des moyens plus conséquents. Dans pratiquement toutes les ligues métropolitaines, maintenant, on a des salariés de l'arbitrage, on a des conseillers techniques régionaux, départementaux en arbitrage. Et malheureusement, en Guadeloupe, c'est pas encore suffisamment ancré. Il faut absolument qu'on soit professionnalisé dans ce domaine-là. Alors, je tiens à préciser que vous aussi, vous dépendez de la Ligue de Paris aussi. Donc, vous avez un droit de regard. Vous savez comment ça se passe. Et est-ce qu'à votre retour, vous allez quand même prodiguer peut-être un certain nombre de conseils, peut-être pas directement à ceux qui sont sur place, mais quand vous arriverez là-bas, est-ce que vous serez un petit peu le porteur de message? Oui, vraisemblablement, même si mon déplacement ici n'est pas du tout à l'initiative de la Fédération française de football. C'est une démarche tout à fait personnelle. Néanmoins, je livrerai les constats que j'aurai établis en la matière. Et puis moi, je tiens absolument à rester en relation avec tous les arbitres, les formateurs, les observateurs guadeloupéens que j'ai pu rencontrer, et les alimenter en permanence avec un maximum de support pédagogique pour qu'ils puissent continuer à évoluer. Support pédagogique. Xavier Thion, vous êtes donc le responsable, en tout cas le chef de projet, concernant d'ailleurs la venue d'Éric Paula. Vous-même aussi, vous êtes arbitre, et vous officiez dans la France hexagonale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ce que j'ai envie de dire, je remercie déjà Éric Paula d'être présent à nos côtés, puisque c'est un projet de longue date. L'année dernière, quand on a fini la journée de l'arbitrage, on s'est donné comme objectif de réaliser cette année la journée de l'arbitrage avec un invité d'honneur et de permettre à l'arbitrage guadeloupéen d'évoluer et de montrer autre chose. Ça doit être la fête de l'arbitrage, la fête des arbitres cette semaine, et on a commencé avec Éric dès vendredi à son arrivée. On a une formation d'observateur le samedi, un stage d'initiateur où ça nous a permis de former déjà 14 formateurs en arbitrage dimanche, et ça se poursuit cette semaine sur les journées de l'arbitrage, notamment samedi qu'on organise à la solidarité scolaire, puisque vous étiez solidaires à un moment. On a toujours été solidarité scolaire, et comme par hasard sur le plateau il n'y a que la solidarité scolaire, on va dire. Que des mouvements aussi, on va dire. Mais en tout état de cause, on est là pour ça, on est là pour faire en sorte que l'arbitrage guadeloupéen trouve sa place dans le football guadeloupéen. J'ai eu l'occasion de vous poser la question, Xavier Thion, je me souviens il y a de cela quelques temps. Vous évoluez à un autre niveau. C'est vrai que vous avez officié pendant pas mal d'années ici en Guadeloupe. Désormais, vous êtes sur la France hexagonale, je le disais.
franchement, est-ce que vous constatez un certain progrès concernant nos arbitres locaux? Parce que je pense que Eric n'a pas pu rentrer dans les détails. Moi, encore moins, puisque je suis là que très rarement. J'officie quand j'arrive. J'essaie d'apporter ce que j'ai pu apprendre là-bas. Je suis constamment parce que c'est mon conseiller technique régional, puisque je suis parisien. Donc, j'essaie d'apporter ma petite pierre. Mais en toute état de cause, moi, je ne peux pas faire le bilan de l'arbitrage guadeloupéen. Mais je sais une chose, c'est que pour qu'on puisse progresser, comme le disait Eric, et comme je le perçois, moi, il faut avoir des formations diplômés, il faut qu'on ait la possibilité de transmettre les bons messages. La progression, ça passe justement par la présence effective, je dirais même des arbitres. Est-ce qu'ils viennent justement dans ce stage? Le stage qu'on a organisé, on avait un certain nombre de personnes présentes, puisqu'on a organisé, mais après... Ça ne dépend pas de nous. On est là, on arrive de Paris, on essaie d'organiser, on essaie de tout faire pour que ça puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Après, la population arbitrale doit comprendre que c'est pour eux et c'est pas pour nous qu'on organise ça. Pascal, c'est vrai qu'il y a un gros problème. Oui, mais je pense que ce problème-là a perdu depuis fort longtemps. Et puis quand je reviens un petit peu sur les propos d'Éric Poula, mes respects, puisque plus de 31 ans quand même avec le sifflet, j'ai toujours pour habitude de voir sur la petite lucarne, parce que moi j'ai une petite télé chez moi, j'ai pas une grande télé. Parce que attention, monsieur Éric Poula a eu l'occasion aussi d'officier... La Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde. Ah oui. La Coupe du Monde, ça, il faut quand même le préciser. Il y a deux arbitres qui m'ont marqué. C'est Pierre-Luigi Colina, d'accord, Pierre-Luigi Colina, et vous, Éric Poula, puisque vous avez ce charisme, vous l'avez encore, ce charisme, vous avez beaucoup de respect, ça, j'ai eu l'occasion de le voir, et surtout Pierre-Luigi Colina, c'était à mon avis le seul arbitre qui avait déjà la VAR. Vrai ou faux, monsieur? Non, mais ne montre pas, montre monsieur Poula. Vrai ou faux? Oui, non, c'était le seul arbitre, à mon avis, qui avait déjà la VAR. La VAR a apparu il n'y a pas très longtemps. Et c'était le seul arbitre qui était respecté aussi, Pierre-Luigi Colina. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et je ne sais pas si on va retrouver un arbitre de cette taille. Je vais revenir justement sur les propos d'Éric Poula tout à l'heure, qui disait que on a été un petit peu délaissé. Et quand on voit, d'une manière plus généraliste, quand on voit le nombre d'athlètes, et singulièrement de footballeurs que la Guadeloupe a donné, ça fait mal à entendre, Éric Poula. Mais vous l'avez, avec ce franc-parler, vous l'avez dit, j'apprécie justement, mais selon vous, pourquoi? Est-ce que le regard est porté sur le football africain, qui peut-être, je ne sais pas, j'ai pas envie d'avancer quoi que ce soit. Et pourquoi? Nous sommes dans un pays... français, on devait avoir toutes les aides. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que le voyage se fait que dans un seul sens. Là, vous êtes en Guadeloupe, vous allez être à la SS pendant 10 jours, bien, avec votre expérience. Selon vous, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? C'est vrai que Richard Etienne l'a dit tout à l'heure, vous allez être observateur et rapporter, mais pas pour la Ligue de football. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat politique. C'est pas l'endroit où on peut. Vous pensez que c'est politique, ça? Moi, je pense pas que ce soit politique. Oui, enfin, bon, il y a des choses, moi, qui m'échappent, des décisions qui sont prises par la Fédération française de football. Mais voilà, à un moment donné, je pense que c'est compliqué pour tous ces problèmes d'insularité, enfin, problèmes entre parenthèses. Mais bon, avec la Corse, chez nous, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on s'en occupe pas suffisamment et qu'il y aura certainement des moyens à mettre en œuvre. Mais c'est comme toujours, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, à partir de là, il faudra développer des moyens supplémentaires pour mettre des personnes adéquates pour développer l'arbitrage sur les différentes îles. Alors, une question qui m'interpelle, justement. Qu'est-ce que vous pensez de la psychologie dans l'arbitrage? C'est quelque chose de prépondérant. Je pense qu'on ne peut pas être un bon arbitre si on n'est pas doté de psychologie, de diplomatie. Voilà, donc moi, ce qui m'énerve de façon assez importante, c'est l'arbitre qui n'est pas en capacité sur le terrain de faire revenir l'ordre sans être obligé de sortir une kyrielle d'avertissement ou d'exclusion. Voilà, moi je prône pour le discours, pour essayer d'être consensuel, pour être persuasif, dissuasif et éviter d'arriver à ces sanctions disciplinaires qui ternissent l'image de l'arbitre. Absolument. Et ce qui était contraire, souvenez-vous, Éric Poula, ce qui était un petit peu contraire les années précédentes, c'est-à-dire il ne fallait pas parler de psychologie, il fallait appliquer systématiquement les lois du jeu.
C'est fini. Voilà. On est dans une société où on ne peut plus appliquer intrinsèquement les lois du jeu. Voilà, je pense qu'obligatoirement, il y a ce contact humain qui doit être privilégié et les décisions doivent être consensuelles, bien évidemment. Le 29, comment ça va se passer? Ce sera ma dernière question. Comment ça va se passer à la SS? Le 29, la manifestation va commencer à partir de 8h. On reçoit les invités, on reçoit tout le monde, on aura la parole aux invités, on va présenter le projet Tous Arbitres. On va essayer de faire un quiz CM, un certain nombre de choses qui permettra aux gens de se mettre dans la peau d'un arbitre. Et après, on va passer à la phase tournoi où les petits jeunes auront la possibilité d'arbitrer les rencontres. Et après, on leur apportera tous les conseils du monde et tout ce qu'on peut leur apporter pour que demain, ça soit une vocation pour eux. Ça vole de tout, hein, Pascal? Oui, et c'est vrai, je vais te poser la question à Xavier. Il a dit il est parisien, donc il a déposé ses valises du côté de Métropole. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche, même vous, arbitre de fédération ou arbitre de la CONCACAF, on ne voit pas encore, donc il y a encore du boulot? Vous arbitrer, vous avez déjà été arbitre de touche. J'ai arbitré en fédération, donc j'ai arbitré un peu partout. Je suis parti à Bastia, Ajaccio, un peu le tour de la France. Donc après, je reviens en Guadeloupe. J'aurais aimé que la Guadeloupe ait un certain nombre de fédérales ou d'arbitres au niveau de la CONCACAF. On parlait de formation. La formation a peut-être un peu de mal à avancer, mais on est là, comme je disais, hein, si on arrive à faire de cette semaine de former des gens, des formateurs qui vont aller au contact des jeunes et qui vont, même les arbitres de R1 de chez nous, qui vont apporter leur petite pierre à l'édifice pour former les plus jeunes qui ont 21 ans, ça peut nous permettre de progresser relativement vite. J'ai envie de vous voir la Ligue 1. Comment? J'ai envie de vous voir sur la Ligue 1. Si vous me voyez, ce sera compliqué parce que j'ai quand même 44 ans. Donc là, je peux faire que je n'arrive pas à ce niveau-là. Pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que à ce moment-là, j'ai pas eu la chance qu'il fallait certainement pour accéder, mais je ne regrette rien de ce que j'ai déjà fait dans l'arbitrage. Donc ce stage-là est fait pour ça. Oui. À titre d'information, Pascal, il faut savoir, et Xavier certainement va le confirmer, on a eu ici en Guadeloupe des arbitres fédéraux. Oui. Après moi, je suis parti en 2004. Il y a eu Christophe Jombert, il y a Cizabo. Après, mais ça manque encore. C'est quand même dommage que à l'instant où on parle qu'on n'ait pas de fédéraux en Guadeloupe, alors qu'on était le premier département au niveau des fédéraux. Donc, en tout état de cause pour les Outre-mer. Et vous dites quoi par rapport à ça? Vous allez aider la SS? Oui, bien évidemment. Comme je l'ai dit, on va rester en relation permanente et à distance. On aura toujours les moyens de les faire travailler, d'évoluer, d'essayer de promouvoir au maximum l'arbitrage guadeloupéen. Comment vous voyez là-bas? Comment est-ce que vous voyez ça? Ça arrête le jeu, c'est bon, c'est pas bon. J'ai jamais été un partisan. Voilà, je pense qu'il faut laisser la légitimité à l'arbitre. Les joueurs commettent des erreurs en permanence. On a beau être payé 2 ou 3 millions d'euros par mois, on rate des pénaltys, on se présente tout seul devant le gardien, on tire à côté. Pourquoi on n'accepte pas qu'un arbitre n'ait pas vu un pénalty? Ça m'embête. Et puis voilà, les polémiques qu'on avait sur le terrain, on les a transportées dans la tribune. C'est toujours un homme derrière un écran avec sa sensibilité qui va donner son avis et on n'a strictement rien changé. Donc, voilà. Favorable au VAR? Personne. Le VAR? Non. C'est comme les oreillettes dans le vélo. Hein. Ben oui. Ça tue tout. Parce que pendant la saison cycliste, les professionnels, ils ont effectivement les oreillettes et lors des championnats, ils n'ont pas. Donc ils sont perdus. Alors pourquoi les avoir pendant la saison cycliste et le championnat ne pas les avoir? C'est compliqué. Et pourquoi les amateurs n'ont pas la VAR? Ben oui. On va pas finir. On va pas terminer. Je vous embête, mais bon, Merci en tout cas, messieurs, d'avoir partagé ce petit moment avec nous, surtout pour parler de l'arbitrage. Vous restez toujours en plateau. Pascal. Allez, on enchaîne puisque nous avons aussi des athlètes. Et je pense que Kylian Mbappé aura du souci. Oui, beaucoup de soucis même, à mon avis, avec Chrisley à Patoré. Parce que lui, je ne sais pas combien il fait son 100 mètres. Il a été vice-champion en tout cas de France et champion du 200 mètres. Messieurs, c'est vrai, nous avons aussi des graines de champions. Je suis content en tout cas ce soir de faire ta connaissance. Alors, parle-nous de toi. Tu es à l'USBM et tu t'es vendu du côté de Sainte-Anne, c'est ça? Oui. Alors, tu as 19 ans, USBM, aujourd'hui champion du 200 mètres, champion de France, oui. 200 mètres. Comment est-ce que tu es venu cette idée d'aller fouler les pistes? Depuis tout petit, j'aimais courir et tout. Je courais partout. J'étais, on va dire, hyper actif. Et
Ma mère, avant mon coach travaillait à Sainte-Anne, ma mère le connaissait bien et tout. Et du coup, mon coach, enfin, avant il n'était pas encore mon coach, mais il m'a conseillé, il a conseillé à ma mère de m'inscrire et tout. Mais vu que je changeais de sport souvent et je finissais pas forcément les saisons, ma mère ne voulait pas. Et un jour, je me suis décidé et ma mère m'a inscrit. C'est là que ça a commencé. Là que ça a commencé. Et puis, tu as commencé justement à connaître la victoire. Je vous propose, en tout cas, de regarder des images, mais c'est pratiquement dans les conditions du direct. Et puis après, tu vas nous expliquer. Avec le live, avec tout ce qu'il faut, Yann. Allez, c'est parti. Regardez. C'est ce qu'on va voir avec le meilleur départ pour Apatoré, aux couleurs de Chrysley Apatoré de l'US Bemao, qui va l'emporter en 10-42. Bon régulier. 10-42, record personnel pour Chrysley Apatoré de l'Union sportive Bemaocienne. Ouais, corrigé à 10-41. C'est costaud, le sourire est là, il a le... Alors, alors on dit quoi? 10-42. Ben, moi, je dis que c'est beaucoup de travail. Depuis tout petit, je travaille pour faire ça. Il y a eu beaucoup de galères, on va dire. On n'a pas forcément toutes les structures pour travailler. Ouais, c'est pas parce évident. qu'en Guadeloupe, il manque beaucoup de choses pour pouvoir vraiment perfectionner certains athlètes. Parce que moi, je trouve qu'on est vraiment une terre de champions. On a beaucoup de potentiel en Guadeloupe, mais à cause des infrastructures qui manquent, on peut pas forcément se développer. Ouais. Tu as un repère, tu as je sais pas, quelqu'un ou un idole, le modèle américain? Pas forcément d'idole ou de modèle, mais j'apprécie l'athlète. C'est le dernier champion olympique, il s'appelle Jacob Marcel. Ouais. C'est le champion du 100 mètres. Il fait combien en 100 mètres? Je ne me rappelle plus trop de ce qu'il avait fait. Il fait du 9 à peu près. Oui. C'était du 9. La dernière fois, 9, le 80, dernier 100 qu'il a couru, il était en 9,86. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, 9,80. Carl Lewis, c'est trop loin pour toi, ça? Oui. Carl Lewis, c'est trop loin. T'as pas connu Carl Lewis? Oui. Enfin, j'ai entendu parler. T'as entendu parler? C'est le number one. Hein? Ouais. C'est le number one. Hein? Alors, tu vois, tu parles d'infrastructures, de structures aussi qui manquent. Il y a le pôle, c'est pas peut-être le rentre avantage pour le niveau du crêpe, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Donc, je sais pas, c'est un peu compliqué peut-être. Eh bien, les athlètes, justement, les athlètes de haut niveau ont la possibilité de venir s'entraîner, utiliser les infrastructures du pôle ou du CREPS. Ouais. Donc, ça, on peut l'utiliser, justement. Ça nous arrive d'utiliser pour lorsqu'on a des séances de muscu spécifiques où on a du matériel à utiliser. On l'utilise pour ça. Mais sinon, niveau piste, vu qu'on est à un beau stade, on n'a pas forcément besoin de la piste du CREPS pour pouvoir travailler, mais on a besoin d'autres choses, pas forcément du matériel de muscu, mais d'autres éléments, ou même avoir son propre matériel pour pouvoir travailler à la maison aussi. C'est bien aussi de pouvoir changer de lieu d'entraînement. Je pense que ça fait du bien aussi à l'athlète, en fait. Mais on a le sentiment que vous êtes seul, parce que quand on entend les propos de Chrysley, champion de 100 mètres, on a l'impression que vous êtes seul au niveau de la Ligue. Vous n'avez aucun support? Effectivement, pendant la saison, on est soutenu, par votre club? On est soutenu par notre club, mais principalement. Après, la Ligue, elle met en place des actions, mais qui sont pas encore plus ou moins à la hauteur de ce que ça pourrait être. Après, il faut dire aussi, on n'a pas non plus en ce moment de conseiller technique à la Ligue, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer qui ne sont pas forcément évidentes. Mais en dehors de ça, régionalement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de support jusque-là. On travaille avec du matériel que j'ai pu acquérir avec l'aide du club ou par mes moyens. Principalement, en tout cas, pour le groupe d'athlètes avec lequel je travaille. On est quand même un groupe de 30 athlètes, allant de minime jusqu'à senior, donc Chrysley.
Et puis voilà, on travaille avec les moyens qu'on a à disposition actuellement. Et du coup, on verra ce que l'avenir nous réserve, puisqu'on est quand même dans les années olympiques où Paris est la ville, pas candidate, la ville organisatrice. Du coup, on espère avoir un soutien des entités qui peuvent nous accompagner, en tout cas. Philippe Mautol, non, vous ne pouvez pas rester sensible à tout ça. Vous avez été un grand, depuis des années, vous avez foulé les pistes, et vous entendez encore, pratiquement au 21e siècle, on a un champion de 200 mètres, et qui dit qu'il n'y a pas de CTS, il n'y a pas d'appui. Quel regard que vous avez par rapport à ça? Vous savez, le regard que j'ai, je vous assure, je regarde. C'est difficile, mais je ne peux qu'encourager Apatouré parce que j'entends parler de lui. Hein. D'accord. Et dites-vous bien que j'étais président de l'athlétisme à l'époque, mais il y avait énormément de résultats. Donc, j'encourage surtout que nous puissions revoir tous ces résultats que nous avons tous connus avec Antoine Chérubin, par exemple. Et parce que vous ressemblez à Toutoun, hein. Beaucoup, hein. C'est vrai, hein. C'est beaucoup à Toutoun. Et à vous écouter un petit peu là aussi, la voix autant que je me souvienne, vous savez, le chronométrage était manuel à l'époque. Voilà. Et à l'époque, je me rappelle surtout que sur une distance intermédiaire de 60 mètres, je suis passé en 6-6. Et jusqu'ici, ce record n'est pas battu, je crois. Intermédiaire de... Intermédiaire, 60 mètres. Le combien de 60? Sur 60 mètres. Sur 60 mètres. 6. Laurent. Oui. Et performance au niveau... c'était manuel, hein, d'histoire au 100, et 21-2 au 200, vous savez. Et le grand souvenir que j'ai de l'athlétisme guadeloupéen, c'est quand j'ai battu Bambuc à Capesterre-Bello, je revenais de Mexico. Oui. Alors là, ça a été un grand. Alors, c'était la belle époque. C'était la belle époque. C'était à l'époque. Et surtout, si je suis venu à l'athlétisme, parce que je suis multisport, hein. J'ai fait du foot, du basket, du hand, mais c'est Bambuc. J'entendais parler de Bambuc. Je me suis dit que je me mets aussi à l'athlétisme. Et à l'époque où je suis rentré, je vous dis que j'étais tout jeune, hein, pour ainsi dire. Hein. Mais vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Je démarrais, pour ainsi dire. Je démarrais. Et j'estime que la puissance, au niveau du sport, en général, c'est le travail. Parce que quand je vois à certains moments les athlètes ou des volleyeurs avec leur casque, leur bouteille d'eau, ne pas souffrir, non. Je dis qu'au sport, il faut souffrir pour être beau. D'accord, mais il y a des résultats. Le problème, c'est que c'est l'accompagnement, c'est ça. C'est l'accompagnement aujourd'hui. Quand on a vu Toutoun, 2 petites secondes, Richard, quand on a vu Toutoun qui parlait de ces fameuses marches qui a fait... Alors, quant à ça... qui a fait la gazelle, rappelons son nom, Marc-José Pérec, qui parlait, bon, il n'y avait pas d'infrastructure, mais il a beaucoup parlé de ces marches. Et sa première compétition, c'était un championnat de France UNSS, à l'époque, où elle avait gagné, et j'assure que Marie-José Pérec, je ne peux pas l'oublier, évidemment, hein, pas l'oublier, et autant que je me souvienne, la direction du service régional UNSS, je l'ai tenue pendant 30 ans. C'est vraiment. L'UNSS. Et c'était la détection d'abord à l'école. Voilà. La détection d'abord. C'était ça. Très important. Voilà, c'était ça. Oui, parce qu'il faut dire à l'époque, justement, c'est vrai, il y avait Antoine Chérubin, Toutoun, qui savait préparer les athlètes. Et on se souvient encore à l'époque, eh bien, il y avait Harry Méfond. Qui est encore, sociologue et qui aujourd'hui. Sous la coupole, voilà, exactement, Jacques Lolo. Donc, Bernard Lamitié, ce sont des gens qu'on ne peut pas oublier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mentor, il y avait quand même un chef de file qui savait faire des calculs, savait calculer, disons, la puissance de l'athlète. Je parle de M. Toutoun. En parlant de M. Toutoun, je ne sais pas si vous avez quand même de ses nouvelles, parce que je sais qu'il est un petit peu malade. Toutoun, c'est un poète. Un grand poète. Alors même si vous l'appelez, il n'est toujours pas malade. Hein. Bien. Il va bien. Il est bien. Je pense qu'il va bien. Voilà. Bon. Oui, il va bien. Laurent Travental, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Vous êtes l'entraîneur donc de Chrysler à Patouré. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
eh bien, que j'aimerais justement que Chris soit un exemple pour beaucoup d'entre eux. Il est déjà un exemple pour ses coéquipiers d'un club. J'aimerais qu'il le soit pour tout petit Guadeloupéen qui ont des rêves, que même avec le peu de moyens qu'on a, même si on n'a pas forcément des moyens financiers, etc., on a tous les moyens qu'il faut sur notre île, on a tout ce qu'il nous faut, on travaille à la plage, on travaille avec la rivière, à la mer, avec la nature, on fait tout ce qu'il faut pour. En combinant les anciennes méthodes et les nouvelles, on peut arriver à faire un joli cocktail et réussir à sortir de grandes choses, comme Chris Léa a pu faire jusqu'à aujourd'hui, et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Chris Léa, et toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as envie d'avoir plus d'accompagnement, d'être aidé? Oui. Vas-y, c'est le moment, vas-y. Ce que je pourrais dire, c'est que tout d'abord, pour vraiment percer dans le sport en général, c'est beaucoup de détermination. Il faut toujours persévérer, ne jamais rien lâcher, parce que des fois il y a des coups de mou, ça arrive à tout le monde, mais justement, si tu t'arrêtes là, à chaque fois que tu as un coup de mou, tu ne vas jamais avancer. Et moi, depuis que j'avais un coup de mou, je me disais, non, il ne faut pas que je lâche parce que j'ai un objectif et je dois l'atteindre. Donc, tous ceux qui veulent percer dans une activité, même si ce n'est pas un sport, c'est comment dire, c'est quelque chose qu'ils veulent entreprendre, fonder une entreprise, c'est toujours persévérer, ne jamais rien lâcher, et avec ça on arrive à des grandes choses. Voilà. Alors, il y a deux choses qui vont ensemble, c'est le sport et les études. Et comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai continué mes études parce que déjà, l'athlétisme, je trouve que on ne peut pas vraiment vivre de ce sport. C'est pas médiatisé comme tous les sports. Et il faut toujours avoir, on va dire, un plan B à côté, au cas où il arrive quelque chose. Et voilà. Est-ce que tu bénéficies de ce quota de sport-études, vraiment? C'est-à-dire, est-ce que finalement, tu as une subvention, tu perçois quelque chose? Oui. Pas vraiment. Léger, c'est léger. D'accord. Non, parce que moi je dis, je le répète, Pascal, depuis des années, depuis des lustres, c'est vrai que très souvent, il y a des jeunes qui sont au pôle notamment, et qui ont des ambitions. Et que si, derrière ces ambitions, il n'y a pas de résultat sportif, et bien quelquefois, ça entraîne la chute du sportif. Il faut qu'il y ait les deux. Et c'est très bien ce que tu viens de dire, à savoir que toi, c'est vrai que tu pratiques ton sport, mais auparavant, d'abord les études. Mener les deux de pair. De pair. C'est sûr. En tant que prof d'EPS, j'ai toujours conservé ça et je n'ai fait aucun raté. Je le dis. Parce que, sincèrement, mener les deux de pair, c'est l'objectif. C'est l'équilibre de l'homme. C'est l'équilibre de l'homme. Et puis, je vous ai écouté un petit peu au football, je vous ai écouté. Et ce qui m'est cœur, c'est qu'au niveau de la formation, on a l'impression que les gens ne veulent plus aller en formation. Malgré tout ce qu'on fait. Ça, c'est mon souci à la Ligue de volleyball aussi, la formation, l'arbitrage. Et je vous ai bien écouté, parce que, autant que je me souvienne aussi, l'arbitrage, j'avais des jeunes qui participaient au niveau national, UNSS, en France, dans des compétitions, qui passaient des diplômes à ce moment-là, mais des jeunes, comme je dis. Mais aller en formation, c'est difficile. C'est difficile. Nous avons le même problème. Vous n'allez pas les interrompre, Richard, c'est magnifique. Oui. C'est bien ça. Je pense que la rigueur aussi passe par... si on veut de la formation, il faut de la rigueur. Il faut un petit peu de rigueur et il manque de la rigueur aussi ici. Il n'y a pas que les formateurs, il faut des formateurs, mais il faut aussi de la rigueur de la part de nos collègues arbitres. Il faut avoir envie de se perfectionner. On ne peut pas aller sur un terrain et ne pas savoir ce qu'on va faire. C'est aussi ça. Donc à un moment, il faut que tous, on se mette à l'idée que pour être bon, comme disait Eric, on doit se préparer, mais on doit connaître, on doit vendre quelque chose. Moi, il y a quelque chose que je répète très souvent, et puis ça m'oblige justement à revenir un petit peu sur l'arbitrage. Je dis, il y a des erreurs d'arbitrage.
Je ne peux penser à aucun moment qu'un arbitre quitte sa maison, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on entend? Arbitre la volée. Non, je ne peux pas justement cautionner ce genre de choses. Il y a des erreurs d'arbitrage qui se font. Et Xavier, bon, on est d'accord. Ben, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Un joueur qui va pour aller taper un penalty, rate, il a fait une erreur, certainement. Oui. Moi, je peux oublier une faute. Je suis humain. Hein. L'homme commet des erreurs. Et je suis humain jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Parce que tous ceux qui prennent le sifflet, on y va avec toute la passion qu'on a, avec toute la volonté qu'on a. Et en général, un arbitre prépare son match, donc il fait au mieux. Je ne dis pas que ça peut bien se passer tout le temps, mais il fait au mieux. En tout état de cause. Et puis c'est une question de respect aussi, hein. Comme je le dis souvent. On doit pouvoir se regarder dans un miroir après. Exactement. Et croyez-moi, hein, quand je jouais basket et autres, je me disais, même si on a l'impression que l'arbitre nous vole, j'ai toujours respecté un arbitre. Absolument. C'est ce que je dis, le respect. Le respect mutuel. Voilà, c'est ça. Mais voilà la transition toute trouvée pour parler justement d'une discipline qui vous est très chère, Philippe Martol. Eh bien, c'est le volleyball. Enfin, j'ai envie de dire, eh bien, la saison va commencer. Enfin. Ben oui. Parce que nous avons vécu des moments difficiles. Depuis le 18 septembre, normalement, c'était l'ouverture de la saison. C'est ce qui était prévu. Non, c'est que c'était prévu. Oui. Nous avons vécu vraiment difficilement les saisons de pandémie, pour ainsi dire. Et je dis qu'on pense 2 ans, mais je dis que ça fait 2 ans pratiquement. Nous n'arrivons pas à faire du volley parce que les gymnases, au départ, tous étaient fermés pour nous, ligues et comités basket en volley. Ça a été très, très, très difficile. Mais n'empêche qu'on arrivait malgré tout, lors d'une réunion que j'ai faite à Goyave le 3 juillet, j'ai fait comprendre au président du club, il faut qu'on y aille. Et c'est ainsi qu'on arrivait à organiser du green volley et aussi du beach. Du beach, ce sont des manifestations qui se sont déroulées sous forme d'événementiels. J'assure que en ce moment, c'est très difficile, avec même maintenant, hein, avec la période que nous avons connue, avec le cyclone, pour ainsi dire, la Fiona, qu'on a connu, très difficile. Et quand je vois l'US Goyave n'a plus de gymnase pour pouvoir s'entraîner, j'attire l'attention du maire, qui a été un volleyeur aussi, de manière qu'il puisse être aidé pour que ce gymnase soit évidemment mise aux normes. Parce que c'est difficile. Par contre, nous avons eu une très belle réunion concernant avec M. Méfond de la région, une très belle réunion vendredi dernier concernant l'organisation du gymnase de Tina. Je vous assure que tout est mis en place et j'ai apprécié M. Bibiani, responsable, qui diffusait un peu partout avec tous les présidents de clubs, les clubs même, sur l'organisation de ce gymnase. Ça a été vraiment fantastique. Donc, on arrive quand même à s'orienter sur des manifestations et en se donnant des faveurs, pour ainsi dire, en discutant, et tout un chacun, nous avons à faire nos manifestations. Par contre, nous avons commencé très tardivement. Pourquoi aussi? Le troisième facteur, c'est que au niveau des clubs, en revenant de l'Assemblée générale de la Fédération française au mois de mai, à Paris, je vous assure que la Fédération française de volleyball a mis ça d'une manière assez dure. Maintenant, si vous ne faites pas votre Assemblée générale, si vous n'avez pas de statut, ça arrive certaines fois chez nous, en volleyball, si vous n'avez pas de statut d'Assemblée générale, vous ne pouvez pas vous réaffilier. Et ça a été difficile pour nous parce que certains clubs ne faisaient pas de assemblée générale. C'est ainsi qu'actuellement, ils sont tous aux normes et tous ils sont réaffiliés. Là, vous êtes prêts. C'est un succès. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Et c'est ainsi que nous avons beaucoup travaillé puisque sur les calendriers, nous sommes prêts aussi. Donc, en règle générale, calendrier général, on va commencer peut-être le 3 novembre, mais par contre... Pourquoi peut-être? Parce que à ce moment-là, demain ne nous appartient pas. Oui, peut-être. Je vous dis peut-être pourquoi, parce que quand vous diffusez le calendrier, il y a un retour qui doit se faire de la part des présidents pour savoir s'ils ont la possibilité de jouer. Voilà, d'avoir le gymnase, d'avoir la part de gymnase. Voilà, et par contre, nous avons eu l'occasion aussi, même dimanche, d'avoir un green volley avec 70 personnes organisé par l'Étoile, à Mornalo.
Et en plus, nous avons eu aussi, avec le CTS, M. Delague, et puis le pôle de développement, avec Olivier Ismaël et M. Boller, nous avons mis en place, si vous voulez, le centre régional d'entraînement, où nous avons eu 70 jeunes dimanche à Pouyol et aujourd'hui à Saint-Claude. C'est un beau succès pour nous. Philippe Martol, avant que Richard Etienne puisse prendre le relais, on entend tous les problèmes, que ce soit des clubs, de tous les clubs. Il y a aujourd'hui un organisme qui s'adapte, qui existe en Guadeloupe, qui est le COSGOA. Je le dis assez souvent, c'est un organisme fédérateur. Quel est son rôle exact? Est-ce que vous, en tant que... Alors moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est que le COS puisse effectivement avoir tous les présidents de clubs et avoir cette notoriété de pouvoir gérer le sport. D'une seule voix. C'est le but du COSGOA. C'est ce que j'ai toujours dit. Et comme vous voulez, j'observe et je regarde. Et vous regardez. Non, mais... Alors, donc, pour l'instant, 10 clubs qui sont affiliés, c'est ça? Ils sont tous affiliés. Ils sont réaffiliés, pour ainsi dire. Oui, réaffiliés. Et nous avons eu la présence du Colonial Club qui est arrivé. Lui, il fallait absolument qu'il s'affilie. Parce que c'est le nouveau chez nous maintenant. Alors, le gros problème pour vous, c'est, disons, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, le gymnase. Mais malgré tout, on arrive quand même à s'arranger. Et je vais lancer un appel aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, c'est que quand nous utilisons ces infrastructures, nous les trouvons propres, laissez-les propres aussi. Ça, c'est, en général, c'est l'éducation. Il y a une petite page de pub, c'est bon? On l'a fait ou pas? Yann me fait signe. Michel. Pub? Mais oui, c'est la pub. Voilà, donc de retour sur le plateau pour cette deuxième et dernière partie. Restez avec nous parce que nous avons ce petit côté décalé aussi. Ce sont des citations dans un instant, Richard Etienne. Oui, alors justement, pour continuer à parler de volley, avec Philippe Marteau, le président de la Ligue guadeloupéenne de volleyball, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce qu'il faut vraiment que ça démarre. Vous savez, ben oui. C'est très difficile pour moi parce que je préfère, c'est le préfet, pour ainsi dire, respecter monsieur le préfet et lui demander de nous autoriser à continuer à rentrer et à jouer convenablement dans les gymnases. Parce que c'est difficile, mais qu'on le veuille ou pas, on entend que cette pandémie, elle existe toujours, hein. Alors, ce que je crains, c'est qu'on ne puisse pas nous dire après, même si ça diminue chez nous, il faut remettre les masques, il faut être vacciné. C'est ce que je crains. Ça, c'est ma crainte personnelle. Mais il faut être quand même positif. Je dis, il faut qu'on y aille et il faut qu'on joue. Ça, c'est l'obligation pour moi, c'est de jouer, de pouvoir faire ces jeunes jouer parce qu'on sent que les enfants ont envie de faire du volley. Les enfants, ils ont envie de jouer, ils ont envie de pratiquer, de pratiquer leur discipline. Est-ce que vous avez prévu, en tout cas, quelques rencontres à l'extérieur? Parce qu'il va falloir mettre en place une sélection. Alors déjà, je me suis positionné déjà sur les Volleyades au mois de mai à Paris, en France. Et aussi, au niveau du beach, j'en discutais hier, il faut absolument que nous arrivions à faire le déplacement sur les petites îles, puisque nous faisons partie de la Nonseca et de la Casova. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que nous puissions toucher le bassin caribéen. Oui, parce que notamment celui au play-off, le play-off, et arriver au niveau national avec les sports outre-mer, de manière que nous puissions revenir comme par le passé, pour ainsi dire. Par exemple, justement, vous parliez du beach volley. Normalement, ça doit commencer le 27. Ça a commencé le 2 octobre. Le 2 octobre. Mais surtout dimanche, vous avez une compétition très importante. Hein, mais seulement, le lieu est à définir. Le 27 novembre. Le 27. Alors, si vous avez tous les événements, Madame Carabin, je ne peux que remercier la mairie du Moule, parce qu'elle a répondu sur toutes les dates déjà. Donc, nous n'avons aucun problème pour pouvoir organiser ce genre de manifestation. Aucun problème. Nous restons confiants pour le démarrage, en tout cas, de la saison. Hein. De la saison. Et on persiste en disant, justement, que c'est prévu le 3 novembre.
le 3 novembre. Et un petit effort concernant les arbitres, parce que c'est ce qui nous manque le plus souvent. Je répète encore une fois, parce que hier, j'étais comme un inspecteur sur les manifestations, que je regarde, vous savez quand même arbitrer, vous savez planifier, vous savez arbitrer. Donc, il ne reste plus qu'à venir en formation pour que nous puissions avoir des arbitres fédéraux, pour ainsi dire. On n'a que 2 au niveau de la Guadeloupe, au volleyball. Parfait. Xavier Tian, s'il faut justement parler de vos relations avec la Ligue, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Premièrement, je souhaite mes sincères condoléances au nom de la solidarité scolaire et de toute la population football à M. Jean Dartron qui a perdu sa mère. Et donc, on est vraiment très attristé par cette nouvelle. Mais après, moi, j'entretiens de bonnes relations avec la Ligue guadeloupéenne de football, avec Jean, que j'ai eu au téléphone exactement samedi. Il m'en a parlé, il m'a dit qu'elle était malade. Mais après, il y a toujours des difficultés. Hein. Quand on organise une manifestation, il y a toujours des difficultés à mettre en place. On n'est pas sur place, le temps que ça se mette. Mais ça se fera, on aura une belle manifestation. Et je vous assure que venez, on va passer un très bon moment à la solidarité scolaire samedi matin. Oui, et puis... Et samedi en journée. Voilà, c'est parfait. Puis aussi, il y a eu quelques résultats, hein, Pascal, concernant... Peut-être faudrait décliner aussi l'heure, à quelle heure... Pourquoi pas. Allez. Alors, donc la manifestation commence à partir de 8h, samedi. D'accord. Et donc, on va recevoir les invités, on va faire... À partir de quelle heure? Comment? À partir de 8h. Très bien. À partir de 8h, donc ça va se faire au complexe sportif de la Jaille, route de la Jaille de la solidarité scolaire, qui est un complexe assez vaste. Hein. Ouais. Il y aura de la place pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, on aura un tournoi de jeunes, on aura pas mal de manifestations, on aura des vidéos qu'on va présenter, on va faire des jeux de rôle, on va permettre à tout un chacun de comprendre un petit peu ce qu'on nous on vit et de se mettre à notre place. Et pourquoi pas, on aura peut-être des gens qui vont prendre notre place. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Il faut penser aussi à laisser la place. Ah oui. C'est important. Bien sûr. Mais quand on parle de la SS, on parle un peu de Thomas Lemar. Thomas Lemar. C'est lui. Ouais, on parle de Thomas Lemar, on parle de Thomas Lemar, mais on parle de Jordan Tell, on parle de Marcus Coco, c'est des gens qui ont été formés à la solidarité scolaire. Donc, et on parle aussi, pourquoi pas, de Masson également. Ivan Masson, c'est la même génération que Thomas Lemar, hein, ils étaient dans la même catégorie de U14, U15 et qui ont progressé ensemble. Donc tous ces gens-là ont été formés à la solidarité scolaire. Sauf que c'est dommage en tout cas pour l'équipe de Saint-Étienne qui finalement est descendue en Ligue 2 et qui a du mal à sortir vraiment dans la plate dans les dernières places, plate de relégation. Et c'est dommage, 18e actuellement sur 20. Ça va être compliqué. Pour mieux revenir. Très compliqué pour cette équipe. C'est les Verts. Voilà. Thomas Lemar, justement, je vous redonne la parole, cher Étienne. Thomas Lemar, les noms que vous avez cités, on a vu que ça refait du neuf un petit peu là. C'est pour ça que je vous ai parlé de Thomas Lemar. Il y est pour quelque chose ou pas? Au niveau du club? Oui. Je pense que tous ces gens-là, il y a certainement une contribution des clubs professionnels et qui ont certainement reversé quelque chose dans la solidarité scolaire, puisque ça bouge. Je dis pas qu'on a plus de moyens que d'autres. J'ai pas dit ça. Mais pour autant, c'est un club qui a sa propre structure et qui fait ce qu'il a envie de faire. Thomas Lemar, est-ce qu'il a la griffe là? Est-ce que Thomas Lemar, autour à l'investissement, puisqu'on dit souvent les professionnels y partent, mais ils oublient aussi Mais est-ce que vous dites, est-ce que moi je suis à même de répondre à cette question-là alors que je vis à Paris? Je suis dans la SS, je ne serai jamais. Bon, je pose la question à Richard. Demande à Richard, je pense qu'il a plus de. Richard Etienne, Thomas Lemar. Non, ce qui est sûr, c'est que, je crois que vous aviez l'a bien dit, il y a une chose, c'est que quand on évolue à ce niveau-là, c'est vrai que l'on pense parfois, disons, au club, là où. Formateur, au club formateur. Voilà, club formateur. Et ça a été le cas pour Thomas. Je sais qu'il est en très bonne relation avec notamment le président Copette. Mais c'est vrai aussi, il faut dire qu'il y a eu une bonne contribution de la part de Thomas Lemar. Mais il faut le dire. Non. Mais je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire, parce que quand on ne le fait pas, on le dit. Mais c'est systématique. C'est-à-dire que quand on arrive professionnel, il y a le club, de toute façon, il y a un pourcentage qui est attribué directement au club formateur. Depuis quand?
Ça a toujours été. Ça a toujours été. Parce que je sais qu'il y a d'autres clubs qui se battent pour ce retour à l'investissement. On a vu avec le stade du Lamantinois qui se battent. Même dans le basket, on l'a vu aussi. M. Philippe Martin, vous êtes bien placé par rapport à ça. Parce que Marcus Coco, tous ceux qui sont passés justement l'équipe de l'ASS, c'est systématique. Et je pense que Eric Poula, certainement, vous avez quand même une information là-dessus, de ce genre de choses. C'est-à-dire, lorsqu'on est, par exemple, on fait partie d'un club professionnel, la première des choses, c'est de savoir d'où vient ce joueur, le club formateur. Oui, bien évidemment. Et il y a un pourcentage qui est attribué directement. C'est sûr. Oui, il y a des normes bien établies en la matière et des pourcentages de reversement qui se font X années après, au fil du temps. Mais oui, tout ça est bien positionné dans le temps. Oui. Donc ça a été pour Thomas, depuis qu'il est arrivé. Effectivement, son premier club, c'était avec, je crois... il était à Caen, il était à Caen, et après il est parti à Monaco. Et ensuite, voilà. Voilà. L'Espagne. C'est belle, il faut le dire. L'Atlético de Madrid. Ce qui nous amène à parler justement de nos championnats quand même, hein, Pascal. Puisqu'il y a eu il y a eu justement le championnat féminin. On va voir justement les résultats concernant donc cette journée à l'écran, évidemment. Donc c'était voilà les résultats qui sont affichés. L'entente CSC-USC qui était opposée à l'entente NC-CSF, 4-1 pour le premier club nommé. Le Sporting de Bemaro face à l'AS Moreau, le match ne s'est pas joué. Le match qui ne s'est pas joué non plus, c'est l'AS Anonyme contre La Roger. Et puis l'Étoile, eh bien là, c'est encore une grosse surprise. L'Étoile qui s'est fait battre par la Résistance, le score de 3-0. Et puis la rencontre MGF face à l'USBM, 3-0. Donc vous voyez, ce sont des résultats qui parlent d'eux-mêmes. C'est un petit peu ça, le championnat féminin. Et puis on va voir la Régionale 1, parce qu'il y a eu quand même le championnat de Régionale 1, avec l'entente, le temps que je vois un petit peu les résultats. Merci Yann. Pour les résultats, voilà. Régional 1 poule A, donc c'était la 6e journée, la Jeunesse Évolution qui était opposée au CIRFA. Le CIRFA, là, on peut peut-être un petit peu en parler parce que, franchement, voilà une équipe qui... Je ne parlerai pas d'étonnement, mais ce sont des jeunes. Ceux qui font bien. C'est moi qui ai arbitré ce match. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Xavier, par rapport à ce match? Je pense que si ceux qui étaient au match ont vu une équipe de CIRFA, mais franchement, c'est ce qu'on voit de mieux au football. On voit de l'opportunité. C'est des gamins qui savent contrôler une balle, qui ont tout pour produire quelque chose de beau, de spectaculaire. Et là, même en étant arbitre, c'était un super match. Mais on a toujours dit que le CFA faussait le championnat. Alors, il y a une chose, ça fait 3 ans que le CFA est là. Et cette année, aux commandes, c'est Roland Ceux qui est là. Lui, il a toujours dit, il a toujours expliqué le rôle du CFA. Pourquoi le CFA est là? Justement, c'est pour qu'il y ait un club capable de pouvoir représenter le football guadeloupéen. Et ce sont des gamins qui sont en sport-études. Donc ils sont là et qui aspirent à être professionnels demain. C'est pourquoi ils ont tant de matériel pour pouvoir travailler. Ce n'est pas comme les autres clubs. Ils ont beaucoup de matériel qui viennent justement de la Fédération française de football. Donc moi je dis, quand on voit évoluer la CFA, c'est un régal. Ça, je le dis toujours. Oui. Eric, ça force pas le championnat. J'ai été agréablement surpris par la fougue de cette équipe, la technicité. C'était un match très agréable auquel j'ai assisté. Bon, il y a que l'arbitrage qui était un petit peu en dessous. Il faut le dire. Il faut le dire. Je m'y attendais quand même, donc c'est bon. On va voir l'ensemble des résultats, si vous permettez, bien sûr. Voilà la Régionale 1, donc la Jeunesse Évolution qui était au CIRFA, 3-1 pour le CIRFA en déplacement. La Gauloise qui a battu le CSM, c'est une surprise, 2-1. Score de parité entre l'AS Gosier et la JSVH 2 partout. 0-0 entre la Restar et le club sportif capestérien. Et ceux qui nous donnent au classement, malgré sa défaite, le CSM toujours en tête avec 17 points, juste derrière la Jeunesse Évolution 16. 3e la Gauloise, 15 points pour l'AS Gosier. 13 points pour le CERFA qui est 5e. 6e, c'est le Sporting de Bemaro, 10 points également pour la JSVH. La Resta, 8e, fermant la marche. Le club sportif capestérien avec 6 points.
Dans la poule B, c'était également la 6e journée, l'Étoile qui, là encore, c'est une surprise. Deuxième défaite consécutive pour cette formation de l'Étoile. Mais là, c'est face à la Roger, 1-0. L'USBM qui a pris le meilleur au dépend de la Juventus de Sainte-Anne, 2-1. Score de parité entre la Solidarité scolaire et le Phare partout. En déplacement, le Stade Lamantinois qui a battu la Dynamo 2-1 au classement. Eh bien, on trouve l'USBM Cricarbone en tête avec 17 points derrière le Phare. Le Phare, est-il besoin de le préciser, qui n'a au compteur aucune défaite. C'est la seule équipe dans cette poule à ne pas avoir de défaite. Troisième, c'est la Roger avec 13 points. Quatrième, la Juventus de Sainte-Anne avec 12 points. 12 points également pour le Sirocco ainsi que le Stade Lamantinois qui est donc 6e. 7e, c'est l'Étoile de Monado, 12 points. 8e, c'est la Solidarité scolaire, 9 points. Et puis la Dynamo du Môle qui occupe la 9e place avec un total de 4 points. On va peut-être parler, Pascal, pourquoi pas du handball, du basket. Il y a du hand, il y a de l'escrime, il y a pas mal de choses. D'accord. C'est à vous. Alors le basket, justement, parce qu'il y avait, évidemment, on va peut-être voir les résultats, il y avait les 8e de finale de la Coupe départementale. Voilà les résultats. La Roger qui était opposé aux Flyers, 73-62. Le GGB, 76-54. Pour le GGB, l'AS Vatable, qui a été battu par l'Étoile de l'Ouest 90-38. Victoire de Banello face au Youth Star, 75-68. Je vous propose justement d'écouter cette interview et vous allez voir, ça parle de lui-même. L'objectif de GGB pour cette coupe départementale? J'espère comme tous les participants, on va chercher la victoire, on va chercher la gagne. J'espère qu'on a joué comme il fallait. On va chercher la finale à la fin de la coupe. Tu as pu t'exprimer, tu as raté 4-3 points sur une douzaine, c'est pas mal. C'est bien, heureusement. Pour moi, l'adresse était là aujourd'hui. On sait que pour shooter, c'est pas tous les jours comme ça. Là, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Aujourd'hui, tant mieux, c'était là. Et on va chercher la victoire, donc c'est ça qui compte. Oui, c'est vrai que le jeune Montpierre, c'est un joueur qui est très ambitieux justement dans cette équipe du GGB. Et là, on va terminer avec le handball, puisqu'il y avait quand même du hand aussi. On va voir l'ensemble des résultats concernant d'abord les hommes à l'écran. L'Étoile qui était opposée au club sport, eh bien, victoire les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 23 partout. Victoire de la JSA face aux Ayena 32-12. Et puis la JTR qui a été battue par le IBC, HBC, 29-27. 27-20 pour la ZUP qui a battu l'ACD. En ce qui concerne les femmes, l'Étoile qui marche très bien dans ce championnat. C'était la 5e journée. L'Étoile qui bat justement le club sport sur le score de 42-13. La JSA qui s'est fait malmener un petit peu par les Ayena, 21-18. 17-24, donc c'est la victoire de IBC face à la JTR, 24-17. La ZUP et l'ACB n'ont pu se départager. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Il y a eu de l'escrime aussi. Ah oui, il y avait de l'escrime. C'est à vous, l'escrime. Ah ben oui, parce que justement, escrime, c'était tout simplement, eh bien, merci Pascal, eh bien, c'était tout simplement la sixième édition. La 6e édition, eh bien, du tournoi international. Parfait. À Petit-Bourg. Voilà. Ce soir, nous avons encore les meilleurs escrimeurs du monde qui sont présents. Kendrick qui nous a montré qu'il est l'escrime montante. Il a 21 ans, il est champion du monde junior et je pense qu'il est tombé face à Yannick qui avait envie de gagner sur son territoire guadeloupéen. Les deux tireurs ont été valeureux et je pense que pour le public guadeloupéen, ils ont vu un match de niveau international. Ça aurait pu être une finale olympique, ça aurait pu être une finale mondiale. Donc
c'est un beau spectacle pour la Guadeloupe. Kendrick a été très valeureux. C'est un jeune, hein. C'est un jeune, il a 21 ans. Moi, j'en ai 34. Donc l'expérience a peut-être un peu parlé sur la fin. Il fait peut-être des erreurs qu'il peut ne pas faire. Mais je me suis accroché. J'ai peut-être pas la même énergie, mais j'ai su jouer sur d'autres niveaux. Petite allonge de Yannick Borel. On a fait un gros cycle physique là, parce qu'on a les Coupes du Monde qui commencent dans un mois. Donc l'objectif clairement c'est ça. Et donc on préparait ça et la compétition tombait bien puisqu'on était en Martinique, donc on a enchaîné sur la compétition. Et c'est ce qu'on appelle un coup double. Donc mesdames et messieurs, le score est de 14-13. Une fierté de représenter la Guadeloupe, ici en Guadeloupe encore plus, mais à travers le monde. Et c'est ce que j'essaie de faire de mon mieux. Donc j'embrasse tous les Guadeloupéens qui nous regardent et je les invite à essayer l'escrime ou faire leurs enfants essayer l'escrime. Mais là, c'est une autre histoire qui se dessine. Monsieur Yannick Borel. Monsieur Yannick Borel qui gagne 15-14 face à Monsieur Jean-Joseph Kendrick. Un grand respect à lui. Combien de médailles justement pour la Guadeloupe? C'était un pur moment de bonheur. Et les deux athlètes, les deux épéistes que vous avez vus en finale, Yannick Borel et Kendrick Jean-Joseph, martiniquais, ils sortaient donc d'une semaine intense donc en préparation physique. Et j'ai entendu Yannick Borel le dire, mais ce sont deux épéistes qui se connaissent parfaitement bien. Il faut savoir que Kendrick Jean-Joseph avait déjà 3 touches, 4 touches même, supplémentaires sur Yannick Borel. Yannick Borel a refait un petit peu son retard. Et il y a eu ce suspense jusqu'au bout, puisqu'il y a eu 2 touches, et les 2 touches sont comptées par rapport justement donc, à ces deux athlètes. Et Kendrick avait déjà une touche d'avance, sauf qu'il y a eu ce contact. Et l'arbitre a comptabilisé pour Kendrick. Et Yannick Borel a porté justement cette contestation. Donc on a refait ce tir. Et puis Yannick Borel a remporté brillamment. Formidable. Et samedi, Anita Blaz, elle est venue, elle a participé, elle est repartie avec la belle médaille aussi, qui gagne cette 6e édition. Elle est repartie le dimanche. Voilà, Anita Blaz. Elle était encore à l'aéroport quand on a fait ce direct hier après-midi. Un pur moment de bonheur. Voilà encore une discipline qui souffre aussi. Philippe Martol, ça le sait, vous le savez aussi, beaucoup de disciplines en Guadeloupe. Je pense que Eric Poula l'a compris aussi. Le mot résilience, vous savez ce que c'est en Guadeloupe. Et qui arrive à fournir des champions, malgré les difficultés. Ouais, quand on entend Laurent dire on a la rivière, on a la mer, donc ça veut dire beaucoup de choses quand même, qu'avec tout ça qu'on arrive à arriver. Alors on va donc terminer, Chrisley Apatoré. C'est le moment où on imagine qu'on a besoin aussi, parce qu'on a vu comment Willem Bello aussi a commencé. Juste un petit clin d'œil comme ça pour Ricardo, parce que Ricardo c'est un grand aussi. Vous le connaissez, Laurent? Vous connaissez Ricardo? Ricardo Sénégon, qui a pris très tôt, comme vous avez pris Chrisley Apatoré, Philippe Martol, c'est un grand. Et puis après, il y a eu Mme Cam, qui a pris le relais de Willem Bellotion. Mais il y a beaucoup de bénévoles, je crois que Tiens en a parlé, qui font un travail de l'ombre. Et aussi, il faut le reconnaître aussi. Alors, Christophe, c'est toi, tu as 19 ans aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui si tu as besoin d'une aide ou autre, je sais pas. J'aimerais que les entreprises... Si tu peux pas, Laurent va le faire, mais bon, enfin bref, c'est toi, hein, c'est pas évident. Ouais. Laurent va le faire, Laurent. Eh bien, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les entreprises locales ou les entités, la région, etc., c'est leur rôle, hein, puissent nous accompagner justement dans notre projet qui grandit, qui devient un projet olympique maintenant. Et du coup, on aimerait que on s'est un petit peu déjà rapproché de certains élus. Et du coup, on espère que ça fera son cheminement, parce qu'il n'y a pas que Chrisley, il y a toute une équipe aussi derrière qui sont tout aussi valeureux et talentueux. Et du coup, par exemple, l'année dernière, on est parti à 10 au championnat de France.
Et on s'est démerdé pour pouvoir réunir cette somme et partir au championnat et revenir avec des médailles. Et on espère cette année repartir encore une fois avec une toute aussi grande délégation, si ce n'est pas plus grande, parce qu'il y a les petits qui montent. Et donc on espère avoir de l'aide un peu de tout le monde, puisque ça demande beaucoup. Non, vous n'êtes pas en train de témoigner quoi que ce soit. Non. Il y a des résultats, et ça c'est sur le couleur de la Guadeloupe, bien évidemment. Avant de terminer, donc il y a le côté décalé. Hein. Oui. Donc Eric Poula ne connaît pas, peut-être Tian non plus ne le connaît pas, mais il fera connaissance aussi. Ce côté décalé, c'est des petites citations comme ça. Ça peut vous ressembler, ça peut ressembler à M. Tian, Richard Etienne. C'est parti. Donc, chacun d'entre vous, vous allez donc faire votre citation. Allez, c'est parti. Ça c'est pour terminer. Qui va commencer? Alors, Eric Poula, c'est à vous. Être fort, c'est rayonner de bonheur quand on est malheureux. C'est essayer de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est rester calme en plein désespoir. C'est sourire quand on a envie de pleurer. C'est faire rire quand on a le cœur en morceaux. Se taire quand l'idéal serait de crier à tous son angoisse. Être fort, c'est vivre au jour le jour et croire toujours en un lendemain meilleur. Ça ressemble un petit peu à nous, ça, la vie. D'une manière générale. D'une manière générale. On continue. Yann qui fait un sourire. Alors, une personne forte, c'est une personne qui pleure le soir quand personne ne la voit et qui sourit le lendemain face aux critiques, comme si de rien n'était. Oui. Ça arrive tout le monde. Et ouais, ce sont des citations. Voilà, voilà. On continue avec Chrysler. La dernière fois que j'ai eu le coup de foudre, c'est quand j'ai nettoyé une prise électrique avec un chiffon humide. Ah oui. C'est une manière de faire passer l'information. Oui. Voilà. On enchaîne avec Laurent Travental. Le monde d'aujourd'hui, t'es sincère, on te trompe, t'es gentil, on te blesse, t'es différent, on te critique, tu t'attaches, on te déçoit. Que faire? That is the question. Ouais. Monsieur Philippe Martol. Quand tu gères bien ta pauvreté, même un riche peut être jaloux de toi. C'est pas faux. C'est pas faux. Richard Etienne qui se prépare. Ah là là. Ah ouais. Ce que révèle votre position pour dormir. Ah ouais. Sur le côté, vous êtes sensible et doutez beaucoup. Sur le dos, vous êtes à l'écoute des autres. Sur le ventre, vous êtes en manque d'affection. Et puis sur la tête, vous êtes juste bourré. Et vous êtes quoi, le toit? Ah mais le toit. Vous êtes le toit? Ah non. Ah non. Il va voir. Allez, alors, c'est une maman avec son fils. Ces poules deviennent de plus en plus difficiles à attraper. On dirait qu'ils sont de plus en plus intelligents, dit maman. Le fils qui dit, mais c'est normal, maman. Ils vont à l'école tous les jours. Comme quoi, la réponse n'est pas bête. Hein? Oui, c'est vrai. C'est réfléchi. On continue, parce qu'il y en a d'autres. Avec, Quand tu es célibataire, personne ne t'aime. Mais quand tu es en couple, même l'ex qui est mort il y a 2 ans réapparaît. Je crois qu'on arrive, c'est tout. Il y en a d'autres, voilà, avec Xavier. Les gens les plus forts trouvent le temps pour aider les autres, même lorsqu'ils luttent contre leurs problèmes personnels. Ouais. Ça, c'est citation éprouvée. C'est pas faux. On continue avec Chrysler. Avant, on travaillait pour se créer un bel avenir. Maintenant, on travaille pour survivre. Oui. Laurent? Au fond de leur cœur, ils savent que tu es une bonne personne, mais l'envie et la jalousie ne leur permettront pas de dire du bien de toi. N'aie pas peur de ceux qui te détestent, mais fais attention à ceux qui font semblant de t'aimer. Sois prudent. Un homme averti en vaut 1000. Voilà. 10 000. Monsieur Martol, peut-être pour la dernière, c'est ça? Ça, c'était le premier téléphone de mes parents. Je m'en souviens encore quand c'était moi. Oh, ça c'est bien. Je vous rassure que ça n'a pas été fait exprès. Ça a été fait exprès. Alors là, ça tombe sur moi. Oui, c'est la dernière, comme par hasard. Il ne faut pas confondre ivre de bonheur et ivre
de bonheur. C'est bizarre, toujours sur un truc d'alcool. Ben, j'ai un ami aussi qui s'appelle Yves. Et quand je l'appelle, je lui dis Yves le matin, Yves le soir. Oui, d'accord. Ouais, il est tout le temps Yves. Quoi. Ah ben oui. Yves le matin et Yves le soir. Voilà, donc mais voilà, c'est sur ces belles notes. Eric Poula, vous avez quelques secondes, juste le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est venez nous voir samedi au stade de la solidarité scolaire. Ce sera la fête de l'arbitrage. Vous pourrez vous expérimenter avec un drapeau, avec un sifflet, en répondant à des questions sur des quiz. Et puis on espère qu'il y aura la petite étincelle pour venir nous rejoindre dans cette formidable aventure qu'est l'arbitrage. Merci beaucoup. Xavier Etienne. Je pense que Eric a vendu tout ce qu'on avait à vendre à ce niveau-là, mais on vous attend vraiment à la solidarité scolaire, puisque quoi de mieux pour l'arbitrage guadeloupéen? Avec les sifflets aussi. Avec les sifflets. On en aura. Chrysler. Comme tu veux. Le mot de la fin. Ce fait tard, c'est ça? Pas trop. La vie dormie. Non, j'ai déjà tout dit. Hein. C'est beaucoup de persévérance. Ouais. Tu vas aller chercher encore d'autres performances, c'est ça? Oui, là je vise les championnats d'Europe U23. Oui. C'est quand? Si, l'année prochaine, ça? Oui, en 2023. 2023, ouais. Et voilà. T'as pas le mois, Pendant l'été. Ouais. Mais c'est bon. C'est bon. Et si l'occasion se présente, normalement avec la Ligue, il pense y avoir les Jeux centra-américains qui sont organisés avec la NACAC, mais ça c'est à part de la Fédération française. C'est pas pareil, c'est la Caraïbe, c'est pas. Voilà. C'est vraiment dommage pour le drapeau. Enfin bon, bref, non, c'est compliqué. C'est toute une histoire. C'est compliqué. La Caraïbe, c'est pas comme la métropole, c'est beaucoup plus simple. La Caraïbe, c'est compliqué. Mais enfin bon, bref. Mais s'il y a la NACAC, s'il y a la Copa-6, heureusement qu'il y a tout ça. Et ils nous connaissent de plus en plus d'ailleurs, la NACAC. Ouais, c'est bien, c'est bien. On l'a vu avec le semi-marathon, on a vu les 15 km les Jeux de la Caraïbe. Les Jeux de la Caraïbe, ça s'est vu il n'y a pas très longtemps, mais c'est bon, heureusement quand même. C'est bien. Laurent, terminé. Eh bien, pour terminer, j'encourage tous ceux qui sont sur le même combat que moi, tous les jours avec eux, de continuer de se battre, puisqu'on se bat pour la jeunesse de demain. Parce que nous, on est passé par là, je suis passé par là, donc c'est pour ça que j'essaie de les former au mieux. Et en espérant qu'on continue à avoir d'autres champions comme Marie-Jo et continuer à écrire l'histoire pour la Guadeloupe. Je dis souvent, l'histoire s'écrit, elle ne s'invente pas. Philippe Martol, vous pouvez imaginer quel plaisir que j'ai eu d'échanger avec vous ce soir. Un grand merci à Richard qui m'a sorti de chez moi pour venir à Canal 10 et toutes mes félicitations à Pascal Abaton. Oui. Bonne émission. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai, Eric Poula, c'est un grand monsieur. Honnêtement, vous avez l'humilité, cette modestie aussi. Et vraiment très, très, très honoré même d'avoir échangé avec vous. Et puis le volet recommence le 3, c'est ça, le 3 novembre. Oui. Dans quelle commune, rapidement? Les communes très rapides. Marie-Galante. C'est bien ça, super. Je crois. Peut-être le Moule, peut-être. Sous Bastère, puisqu'on a quand même le gymnase Daniel Cassin. Ouais. Un peu partout. Ouais, je pense que le message est passé pour le maire de Goyave. Sainte-Anne aussi. Voilà. Et concernant Goyave, je sais que l'entraîneur de Goyave a contacté Sainte-Anne pour faire sa manifestation. Ah, ben voilà. Non, mais ce qui est sûr, Pascal, c'est qu'une fois que le championnat sera lancé, eh bien, les municipalités vont jouer le jeu derrière. Ils sont obligés. Ça, c'est sûr. Ils sont obligés. Voilà. Donc, faut garder beaucoup d'espoir. Voilà. Michel Etienne. Ben oui, simplement, on donne rendez-vous. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à cette édition, c'est sûr. Et puis, rendez-vous, il faut quand même le dire, c'est vendredi prochain pour un Sport 10, directement, vendredi soir à partir de 19h. À partir de 19h, voilà. En tout cas, merci à vous, merci Philippe Martol, rendez-vous le 3, on l'a dit pour le volet, merci à Laurent Travental, merci aussi à Chrysler, modeste mais très fort et très efficace, et puis on attend encore d'autres performances, et puis nous souhaitons aussi avec les collectivités, c'est aussi leur rôle, conseil départemental, c'est aussi leur rôle, c'est leur rôle, donc c'est bien de faire le pas, et vous avez représenté tout simplement les couleurs de la Guadeloupe. Ibel. Xavier Etienne qui est parti en métropole et c'est bien, qui revient avec... Non mais ça fait plaisir aussi
Philippe Marteau a dû voir M. Poula sur les terrains et de le voir là, puisque c'est pas n'importe quel arbitre. C'est pas n'importe quel arbitre. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui connaissent ne connaissent pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours demandé. Très imposant. Très imposant, on l'a vu. La quantité de PSG Marseille qu'il a fait. Je pense que. Vous frôlez les 2 mètres. Non, à 86. Ouais, c'est ça. Par contre, je me suis un peu élargi, je suis à 120 kilos. Très bien. Voilà, en tout cas, merci. Le rendez-vous, on l'a dit, c'est samedi à la SS à partir de 7h30, puisque ça va commencer à 8h avec le petit déjeuner. C'est magnifique. Et on sera présent. Voilà, c'est très important. Voilà. Merci à Yann pour la réalisation technique. Et puis j'ai l'habitude de le dire, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Et puis attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, passez une bonne soirée, à vendredi soir, 19h, pour le panorama. Ciao, ciao. Merci.